Bonjour à toutes et à tous. Et j'ai décidé aujourd'hui, 27 décembre 2020, de mettre en ligne cette vidéo un petit peu plus originale, je dirais, que celle que j'ai mise en ligne pour mes étudiants, et puis qui s'adressera aussi à d'autres pour le plaisir, je dirais, parce que il y a 100 ans, jour pour jour, dans la bonne ville de Tours, allait s'adresser au congrès de la SFIO, du Parti socialiste, euh, une figure qui savait qu'elle allait parler pour l'histoire parce qu'elle avait déjà perdu dans le congrès. Je veux parler de Léon Blum. Et 100 ans, jour pour jour, après le discours de Blum, cela m'est l'occasion de revenir plus généralement et plus fondamentalement sur cet événement majeur qui s'est joué entre le 25 décembre et le 30 décembre 1920 à ce congrès, la scission entre socialisme et communisme et la naissance du communisme en France, ou en tout cas sa traduction sur le plan politique par la création d'une section française de l'internationale communiste, l'expression de Parti communiste français n'apparaissant que quelques années plus tard et dans une autre conjoncture politique que j'ai déjà analysée pour les étudiants. Quand Blum prend la parole, il prend la parole derrière un pupitre et derrière lui, il y a deux grands portraits de Jean Jaurès. L'apôtre de la paix, assassiné donc en 1914 pour avoir tenté de faire en sorte que le socialisme, pour reprendre l'expression qu'il avait utilisée dans son dernier grand discours en France, prononcé à Vèze à l'occasion de l'élection partielle à laquelle candidatait le socialiste Marius Moutet. Il s'était exprimé au lendemain de l'ultimatum que l'Autriche avait adressé à la Serbie. Il en avait tiré toutes les conséquences en termes d'engrenage des alliances. Et il avait eu cette formule suivant laquelle le devoir du socialisme serait de se sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. On sait ce qu'il en est advenu. Les socialistes français, face à la catastrophe, ont, dès les obsèques de Jean Jaurès au Père Lachaise, accepté, devant le cercueil de Jean Jaurès, l'union sacrée. Les socialistes sont devenus ministres, ont voté les crédits militaires, tout comme le SPD en Allemagne, à cette nuance près que le système politique allemand n'impliquait pas de vote de confiance et n'impliquait donc pas la participation des socialistes
au gouvernement, mais l'ensemble du SPD, comme l'ensemble de la SFIO, a clairement soutenu l'effort de guerre. À côté de ces deux portraits de Jaurès, qui encadrent en quelque sorte la scène, une première inscription, une première banderole, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire un extrait de la proclamation de la première internationale, lorsqu'elle fut créée à Londres, et qui dit très clairement que le but d'un parti socialiste est d'incarner l'ensemble du monde ouvrier, qu'il n'est point besoin de partis d'élite, de partis de révolutionnaires professionnels, certainement pas de partis d'avant-garde, et que donc il doit exister viscéralement une démocratie ouvrière. Et en dessous de cette première banderole, dont évidemment la portée politique et le message politique que je viens de résumer, sans le travestir, peut sembler quelque peu discordant avec l'objet qui est, oui ou non, doit-on soutenir et adhérer aux conditions posées par l'internationale communiste pour créer un nouveau mode d'organisation? Blum va prendre la parole devant une seconde banderole qui est la reprise du mot d'ordre qui clôturait le manifeste communiste de Karl Marx, Friedrich Engels, paru en 1848, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », c'est-à-dire l'idée que l'émancipation du monde ouvrier, l'émancipation des exclus, l'émancipation du prolétariat doit être un phénomène de révolution internationale. Ce qui, là encore, chacun en conviendra aisément, sonne particulièrement d'une actualité brûlante lorsque Blum prend la parole en 1920, puisque l'enjeu n'est rien de moins que de savoir si la révolution russe n'est que le début d'une révolution internationale, ce qui a semblé être quand même le cas avec la révolution en Allemagne, puis la révolution en Hongrie, les mouvements sociaux en France, extrêmement importants. Voilà dans quel cadre Léon Blum prend la parole en sachant qu'il a perdu. En sachant qu'il a perdu, puisque la cause est entendue, la majorité des délégués n'est pas de son avis et la majorité des représentants du socialisme français a décidé d'accepter, d'adhérer à la Troisième Internationale. Alors, pourquoi s'intéresser à ce discours d'un vaincu et qui sait qu'il est vaincu? Parce que c'est un biais intellectuel et pas trop artificiel pour revenir en détail sur ce qui sera quand même un des événements majeurs de la vie politique française et très au-delà de la vie politique, de la manière dont
cette forme d'imprégnation de la société va pouvoir être irriguée par ce phénomène au plan politique évidemment, mais aussi au plan social, au plan culturel, au plan idéologique, au plan syndical et au plan politique. À chaque période cruciale de notre histoire, la question de l'intégration du monde communiste dans ses relais au sein de la société française se posera de façon cruciale, que ce soit au moment du Front populaire, au moment de la résistance. Dois-je rappeler ici que début 1943, à l'égide du député communiste Grenier de Seine-Saint-Denis, enfin de Saint-Denis, qui avait éliminé politiquement, enfin l'avait emporté sur Jacques Doriot au sein du Parti communiste à Saint-Denis, que c'est donc la mission de Grenier auprès du général de Gaulle à Londres qui, début 1943, a marqué le ralliement du Parti communiste au général de Gaulle pendant la résistance, et le premier mouvement politique en tant que tel, structuré, puisque précisément l'un des conflits entre de Gaulle et certains autres résistants, c'était la place des partis politiques dans la résistance. Et c'est tout le sens de la mission confiée à Jean Moulin pour unifier cette résistance sous l'égide du général de Gaulle, précisément. Bien évidemment, la question de l'intégration du communisme à la vie nationale lors des grandes phases de la libération, et il faut aussi évoquer dans la foulée 1981, puis ce qu'on appellera plus tard la gauche plurielle entre 1997 et 2002. Il y a déjà donc là une légitimité historique et politique à évoquer un petit peu sérieusement cette naissance du communisme en France. Mais il y a aussi, je dirais, un second enjeu, de mon point de vue, qui est quand même d'essayer de lever un certain nombre de malentendus que je vais formuler très brutalement. La cause étant entendue, la majorité de ceux qui avaient jusque-là constitué le Parti socialiste va soutenir la révolution russe. L'enjeu, il est réglé. Est-ce que cela signifie pour autant que soutenir la révolution russe manifeste autre chose qu'une condamnation des pratiques politiques traditionnelles du Parti socialiste durant la Première Guerre mondiale, et notamment sa participation gouvernementale jusqu'en tout cas en 1917 à ce qu'on a appelé l'Union sacrée? Et est-ce que cela signifie autre chose que ce soutien à cette condamnation? Donc on sanctionne cette participation-là, avec l'idée en quelque sorte que le soutien à la révolution russe n'impliquerait pas une adhésion à l'ensemble des principes cardinaux définis par l'internationale communiste.
Et à partir de cette interrogation-là, le débat qui est posé et qui a été euh, au cœur de polémiques historiques et historiennes fondamentales, c'est de savoir si il y a une continuité franco-française dans le mouvement ouvrier français qui déboucherait sur la création d'un communisme français, alors que d'aucuns vont très souvent de façon récurrente analyser comme la continuité d'une tradition guédiste, mais franco-française, et d'autres qui vont analyser cela comme purement et simplement une affaire de circonstances, et surfant sur ces circonstances, en quelque sorte, participer à la greffe d'un modèle radicalement étranger, imposé précisément par la révolution russe. Voilà l'enjeu. Et c'est un enjeu qui est non seulement une querelle d'historiens, et ça intéresse des historiens, mais c'est aussi quelque chose qui a une signification politique majeure, parce que suivant que l'on répond oui, c'est la continuité d'une tradition franco-française, non, c'est l'imposition d'un modèle étranger, l'analyse politique que l'on peut mener est de nature radicalement différente et pose à l'évidence des questions de légitimité sur l'histoire du mouvement communiste et de son imprégnation par laquelle il aura une influence sur la société française. Alors, nous allons survoler tout cela. Rappelons, pour commencer, quelques faits bruts. Le premier de ces faits, c'est que, au lendemain de la mort de Jean Jaurès en France, la cause est entendue, le Parti socialiste, dans son ensemble, dans son immense majorité, se rallie à l'effort de guerre, comme les sociodémocrates allemands, dans leur immense majorité eux aussi, à la nuance près que je signalais d'entrée. En France, cela débouche par la participation à des gouvernements jusqu'en 1917, jusqu'au gouvernement Clémenceau. En Allemagne, point n'est besoin, il faudra attendre l'écroulement de l'Empire allemand pour que le Parti social-démocrate fonde, avec d'autres, mais fonde la République de Weimar, ce qui par le même mouvement va faire qu'il va aussi quasi naturellement apparaître aux yeux de l'opinion publique allemande comme quelque chose de responsable de la défaite. Avec cette idée, ce poison idéologique instillé en Allemagne, que cette nation n'aurait pas perdu la guerre, mais qu'elle aurait été trahie par un ennemi intérieur, et qui fera bien évidemment le lit de la volonté de revanche, enfin une partie du lit de la volonté de revanche, et
et du nazisme. Donc, ce n'est pas des questions tout à fait neutres que l'on va traiter. Et donc, mon propos est juste d'essayer de permettre à chacune et à chacun d'y voir un petit peu plus clair là-dedans. Donc, Première Guerre mondiale, qui par bien des aspects n'est pas une surprise, mais dont les caractéristiques elles-mêmes n'étaient pas prévues. Dureté de la guerre, longueur de la guerre, prix abominable à payer, les morts s'ajoutant aux morts, des victimes civiles en quantité considérable, le caractère abominable après l'échec des offensives de 1914, de cette guerre des tranchées où on vit dans la boue, dans le froid, enfermés, terrés comme des rats dans des boyaux, où on va utiliser des gaz de combat, et où surtout, les morts vont s'ajouter aux morts, les blessés aux blessés, les mutilés aux mutilés, parce que il s'avère impossible de percer le front adverse jusqu'au printemps 1918. Et où donc les offensives récurrentes, alors il faut évoquer la Champagne, la Somme, l'Artois, la Meuse, la Vèvre, sont de gigantesques bains de sang. Avec un prix abominable. Donc, le fait que cette guerre dure et qu'elle atteigne un sommet inégalé dans l'horreur entraîne progressivement dans les milieux socialistes et dans les milieux syndicalistes avec lesquels ils ont au moins de manière limitée partie liée. Tout cela fait que l'unité du soutien à la guerre va commencer à se fissurer. Même si ce soutien demeure majoritaire jusqu'en 1917. Alors il y a bien quelques tentatives. Il faudrait faire référence aux conférences de Zimmerwald en septembre 1915, du 5 au 8 septembre 1915, avec à l'initiative de socialistes suisses, notamment de Robert Grimm,
la réunion de délégués de différents pays, même si officiellement les Français ou le SPD n'ont pas été officiellement invités, mais où des représentants de ces deux pays vont lancer quand même un appel commun qui est très, très symbolique. J'en prends quelques extraits. Après un an de massacre, le caractère nettement impérialiste de la guerre s'est de plus en plus affirmé. C'est la preuve qu'elle a ses causes dans la politique impérialiste et coloniale de tous les gouvernements qui resteront responsables du déchaînement de ce carnage. Les masses populaires furent entraînées dans cette guerre par l'Union sacrée, constituée dans tous les pays par les profiteurs du régime capitaliste, lui ont donné le caractère d'une lutte de race, de défense des droits respectifs et des libertés. C'est sous l'impulsion de ces sentiments que dans chaque pays, une très grande partie des forces ouvrières d'opposition ont été submergées par le nationalisme, et depuis, une presse aux ordres du pouvoir n'a cessé d'en accentuer le caractère. Je passe sur un certain nombre de choses. C'est pourquoi nous, socialistes et syndicalistes allemands et français, nous affirmons que cette guerre n'est pas la nôtre. Et la conclusion, en dénonçant l'union sacrée, en restant fermement attaché à la lutte de classe qui servit de base à la constitution de l'internationale socialiste, nous, socialistes et syndicalistes allemands et français, puiserons la fermeté de lutter parmi nos nationaux contre cette affreuse calamité et pour la fin des hostilités qui ont déshonoré l'humanité. Et c'est signé par deux représentants français, mais qui ne représentaient pas la SFIO, Merheim, secrétaire de la Fédération des métaux de la CGT, et Bourderon, qui est secrétaire de la Fédération des tonneliers, tandis que la délégation allemande, les deux signataires allemands sont Adolf Hoffmann, député Hollande de Prusse, et Georges Ledebourg, député au Reichstag. À cette occasion, Asim Marwald, c'est un russe, un juif russe, Léon Davidovitch Bronstein, qui est connu depuis son incarcération suite à la révolution de 1905, quand il avait été enfermé à la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, devenu depuis Petrograd, qui avait choisi le pseudonyme d'un de ses gardiens de prison, Trotsky. Voilà. Mais il ne faut sans nul doute pas exagérer la portée de cette conférence de Zimmerwald, si ce n'est qu'elle manifeste une fissuration au sein des mouvements ouvriers qui avaient, je le répète, quasi unanimement choisi de soutenir l'effort de guerre en 1914. C'est le premier élément que l'on peut repérer en survolant ces années.
Un peu moins d'un an après, en avril 1916, du 24 au 30 avril 1916, toujours en Suisse, toujours dans le canton de Berne, c'est à Kiental que se réunissent des opposants à la guerre, avec une dénonciation, là encore, de cette guerre impérialiste qui ruine le peuple, qui satisfait la bourgeoisie capitaliste et qui donc va développer une des thématiques. Cette guerre, peuple, travailleur, n'est pas la vôtre, vous en êtes les victimes. Là aussi, il n'y a pas de délégation officielle du Parti socialiste français, mais néanmoins, il y a des représentants français, et notamment Pierre Brison, député de la SFIO, accompagné de deux de ses camarades, Alexandre Blanc et Jean-Pierre Raffin-Duguens, mais les organisateurs ne les ont pas invités officiellement parce que la position du Parti socialiste français est celle de soutenir l'effort de guerre, et donc en conséquence de quoi ils n'ont qu'un statut d'observateur, même s'il est à noter que c'est Pierre Brison qui rédigera la résolution de cette conférence. On pourrait aussi, dans la même veine, noter un petit peu plus tard, en 1917, la conférence de Stockholm, mais évidemment, l'événement majeur de 1917, ce sont les révolutions russes qui, au printemps puis à l'automne, changent radicalement le cours des choses. Puisqu'avec la révolution russe, d'abord gouvernement provisoire en février sous la direction d'Alexandre Kerensky, un climat de guerre civile en Russie, avec le fait que le gouvernement d'Alexandre Kerensky ne choisit pas de mettre un terme à la guerre, ce qui était quand même la revendication fondamentale d'une Russie épuisée comme les autres par l'effort de guerre, et la décomposition de la situation qui entraîne très vite une montée des tensions, de tentatives de putsch en grève, et qui voit finalement le renforcement dans des centres urbains, auprès des soldats, auprès des paysans, de l'influence au sein de ces conseils, en russe on dit soviets, de gens qui jusque-là étaient fort minoritaires et qui finalement, le 7 novembre 1917, par un coup de force, prennent le pouvoir à Saint-Pétersbourg, devenu Pétrograd, donc la révolution bolchevique, et dont l'un des éléments majeurs a été le ralliement de Trotsky à Lénine. Je passe sur les détails de cette affaire-là. Donc ce qui va se jouer à Tours, la guerre ayant été terminée en 1918 et la paix
vaguement négocié sur une priorité qui est davantage anti-soviétique qu'anti-allemande. Il s'agit de faire un barrage contre la révolution russe. Donc je répète que tout le monde pense qu'elle n'est qu'une étape dans une révolution internationale. C'est dans ce climat-là que Blum va prendre la parole à l'occasion du congrès chargé d'examiner le bien fondé ou pas d'adhérer à la troisième internationale. Donc je viens de rappeler à travers les conférences de Zimmerwald, de Kenthal et celles que j'ai juste évoquées de Stockholm, combien l'unité du mouvement socialiste en France, mais aussi ailleurs, s'était décomposée du fait que la guerre s'était installée dans la durée. Il y a dès 1914 des partisans du pacifisme autour d'une revue qui s'appelle La Vie ouvrière, animée par Pierre Monat, qui conteste les bien-fondés de l'Union sacrée. Au congrès de décembre 1915, on identifie, même si une très large majorité des congressistes soutiennent l'effort de guerre, on identifie des tendances pacifistes qui ne vont cesser de progresser, au point qu'au congrès de 1916, la commission administrative permanente du Parti socialiste est partagée, une faible majorité, 13 sur 24, est favorable à l'effort de guerre, mais 11 membres de la commission administrative permanente sont pour des négociations de paix, et donc bien évidemment que les événements qui se jouent en Russie sont vécus avec une forme de sympathie évidente dans les milieux socialistes. En octobre 1918, ceux qui étaient minoritaires, notamment autour de Jean Longuet, et qui se réclament des valeurs de l'internationalisme, l'emportent. Mais bon, octobre 1918, c'est quasiment la fin de la guerre. Et ce changement de ligne est trop tardif pour manifester clairement une influence concrète sur le cours des choses, surtout que le groupe parlementaire socialiste a choisi, depuis la crise de 1917, de ne plus soutenir les gouvernements. Ce changement d'orientation ayant été acté lors de la nomination de Georges Clemenceau à l'automne 1917. Donc, c'est dans ce climat, faut-il ou pas soutenir la révolution russe,
et qui est donc le substrat de la réflexion que va se jouer progressivement et au fur et à mesure des développements de cette révolution russe, développement très difficile, développement très compliqué à analyser, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est sur la question du soutien à cette révolution russe que le congrès de Tours va se jouer. 1919-1920, le mouvement ouvrier, qui avait été grosso modo maintenu sous l'étouffoir, même si vous avez des grèves pendant la guerre, dans les usines d'armement, des grèves des munitionnettes, des grèves des femmes, notamment, même si vous avez eu les mutineries de 1917, dont j'ai expliqué que dans d'autres vidéos, combien elles avaient contribué à tort à fabriquer le mythe Pétain, que vous retrouverez plus tard en 1940. Mais enfin, grosso modo, le mouvement ouvrier avait été mis sous l'étouffoir du fait même et de la censure et de la répression et des nécessités mêmes de la conduite de la guerre. Là, en 1919, vous avez des grèves qui se multiplient dans les mines, dans le textile, dans les banques, dans les chemins de fer, avec une répression très, très forte. Par exemple, plus de 18 000 métallurgistes seront licenciés, et si bien que certaines conquêtes sociales, je pense évidemment à la journée de 8 heures, apparaîtront comme le minimum, j'allais dire syndical, ce qui serait malvenu dans ce contexte-là, comme le minimum de ce qu'il fallait obtenir pour garantir la paix sociale. En avril 1919, le Parti socialiste avait donc réuni un congrès extraordinaire et l'unité du mouvement socialiste qui était fort divisé, conséquence, n'est-ce pas, du jugement porté sur la participation à l'effort de guerre d'une part, et aussi sur l'appréciation donc du déroulé de la révolution russe, le Parti socialiste avait maintenu son unité et avait choisi, en quelque sorte, pour se racheter une conduite, de faire bande à part lors des élections législatives de novembre 1919. La fameuse motion Braque, n'est-ce pas, disant que le Parti socialiste, même dans un scrutin majoritaire, refuserait tout désistement, tout accord de second tour. Si bien que, malgré une augmentation en nombre de voix, ces élections, celles qui avaient consacré la victoire, n'est-ce pas, de cette chambre bleu horizon par rapport à l'uniforme
Première Guerre mondiale, cette fraternité des combats en quelque sorte, le Parti socialiste ne comptait quasiment presque plus de députés, beaucoup moins qu'avant. Il avait perdu en gros un tiers de ses représentants. Donc, la sanction, dont je répète qu'elle est consécutive aussi au choix d'une tactique électorale, ne plus être compromis de la manière dont on l'avait été entre 1914 et 1917. Tout cela montre que le Parti socialiste va quand même traverser une très grave crise existentielle. Février 1920, nouveau congrès. Et là, à une immense majorité, 92%, le Parti socialiste décide de se retirer de la Deuxième Internationale. Pourquoi ? Parce que cette Deuxième Internationale est jugée évidemment responsable du socialisme de guerre, responsable de la trahison qu'a été l'Union sacrée, responsable du soutien que le SPD a accordé, notamment en votant les crédits de guerre en Allemagne, bref, complice de ce grand massacre qu'a été la Première Guerre mondiale. C'est donc le discrédit jeté sur la Deuxième Internationale, son manque de fermeté à s'opposer à la guerre. Ce n'est pas pour autant adhérer à la Troisième Internationale qui a été, dont la création a été actée par la Révolution russe et qui était donc un mouvement censé internationalement soutenir la Révolution russe, dont je rappelle qu'elle est perçue à ce moment-là comme la base d'une révolution internationale. Néanmoins, il ne suffit pas, n'est-ce pas, de se retirer de la Seconde Internationale, et le Congrès de Strasbourg donc choisit l'envoi d'une délégation pour aller voir sur place, en Russie, pour analyser sur place ce qui se passe vraiment avec la révolution russe. Est-ce que il est possible d'adhérer à cette Troisième Internationale? C'est donc une mission d'information. Et cette mission d'information est confiée à deux délégués, Frossard d'un côté, Cachin de l'autre côté. Et donc, c'est en fonction de ce que cette mission d'information, chargée d'analyser puis de présenter au Parti socialiste en France les conditions d'un éventuel rattachement à la Troisième Internationale. Donc en ce sens-là, le rapport de Frossard et de Cachin
aura quand même une fonction d'éclairage tout à fait importante. C'est comme ça que les choses sont conçues au départ. Sur cette base-là, un congrès décidera, à leur retour, l'analyse des conditions et, suivant ce rapport, d'adhérer ou de ne pas adhérer à la Troisième Internationale. Tel est l'enjeu du congrès de Tours. Alors, on a écrit beaucoup de choses dans la littérature historique et politique, d'ailleurs, sur cette mission de Frossard et de Cachin. On a beaucoup glosé sur les opérations de séduction que leur ont offert les dirigeants russes. Ils ont assisté en juillet comme observateurs au second congrès du Comintern, de l'Internationale communiste, donc, à côté de délégués qui, eux, avaient déjà choisi, comme Alfred Rossmer et Marcel Olivier. Et à leur retour, ils se rallient à la motion du comité d'adhésion, enfin d'adhésion au comité de la Troisième Internationale, que vont défendre au congrès de Tours Fernand Loriot et Boris Souvarine. Je voudrais quand même faire une hypothèse qui est une hypothèse d'un esprit très, très mesquin comme le mien, qui est que pour ce qui est de Marcel Cachin, qui lorsqu'il part avec donc Frossard, n'est pas partisan d'adhérer à la Troisième Internationale. Pas du tout. Quand il revient, il est partisan. Je pense quand même qu'il faut revenir sur l'itinéraire de Marcel Cachin. Et que je pense réellement, je ne suis pas le seul, mais je le pense réellement, Marcel Cachin a quand même une grosse tuile derrière lui. Cette tuile, c'est d'avoir été l'un de ceux qui matériellement ont porté, n'est-ce pas, des subsides financiers à Benito Mussolini à la fin de l'année 1914 et au début de l'année 1918 pour que Benito Mussolini, numéro 2 du Parti socialiste italien, faut-il le rappeler, change d'attitude et fasse en sorte que l'Italie, qui eût dû entrer dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, normalement en août 1914, si les traités d'alliance avaient été pleinement respectés, l'Italie avait décidé de rester neutre, non pas par générosité, mais par tout simplement le fait que ses intérêts géostratégiques ne concordaient pas avec ceux de l'Empire d'Autriche-Hongrie, autre allié clé de l'Allemagne dans cette affaire.
L'Italie, qui était restée neutre, va, sous l'influence notamment du courant socialiste qu'incarne Benito Mussolini au sein du Parti socialiste italien, faire campagne très active pour violer cette neutralité et entrer en guerre, ce qui sera le cas à la fin du printemps 1915, aux côtés de la France. Or, on sait très clairement, ça a été publié par les travaux de Renzo de Felice, de Pierre Milza, que sais-je encore, que Marcel Cachin a été l'un des porteurs de valises, de billets, à Benito Mussolini. Donc pour acheter Benito Mussolini et l'aider en quelque sorte à financer cette campagne pour non seulement briser la neutralité, mais entrer en guerre aux côtés de la France. Et moi, je formule l'hypothèse que les dirigeants de la révolution russe sont parfaitement au courant de cela et que, en quelque sorte, ils ont fait, comment dire, une amicale pression sur Cachin pour que, au cours de son séjour, c'est ce que j'appelais les opérations de séduction, par ailleurs, c'est sûr qu'on leur a présenté aussi qu'une forme de la réalité de ce que vivait la Russie, qui connaît des conditions abominables dans la guerre civile qu'elle traverse à ce moment-là. Mais en tout cas, je pense que cette casserole qui est attachée à la personne de Marcel Cachin a peut-être joué. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une difficulté objective. C'est que Frossard et Cachin rentrent de Moscou avec une base de discussion que le Comintern, la Troisième Internationale, mettrait 9 conditions d'adhésion. Mais quand ils rentrent en France, ils découvrent avec stupéfaction qu'il n'y a pas 9 conditions, mais 21 conditions. Et que ces 21 conditions rédigées essentiellement par Lénine imposent des règles de conduite au parti communiste, au futur parti communiste, aux futures sections de l'internationale communiste, très draconienne et beaucoup plus dure par certains aspects, notamment quant à l'existence de courants, de tendances au sein des partis qui adhéreraient à cette internationale. Ce durcissement est manifeste. Et donc ce durcissement manifeste n'est pas quelque chose qui avait été acté par Frossard et par Cachin. Quoi qu'il en soit, à leur retour de Russie, de la Russie révolutionnaire, Frossard et Cachin se rapprochent de Boris Souvarine et de Fernand Loriot, qui depuis mai 1919 anime un comité de la Troisième Internationale. Ce comité, en février 1920, lors du congrès de Strasbourg, a obtenu plus du tiers des voix. On y retrouve des syndicalistes révolutionnaires comme Pierre Monat, dont j'ai déjà cité l'opposition dès le début de la guerre, autour du courant La Vie ouvrière, à l'Union sacrée. Donc, c'est dans cette conjoncture-là
que va se jouer le congrès de Tours. Je m'arrête là pour cette première vidéo sur donc la conjoncture dans laquelle se jouera le congrès de Tours et j'analyserai tout à l'heure le déroulement même de ce congrès. Ça sera ma contribution au centenaire de la naissance du mouvement, enfin du Parti communiste, qui ne s'appelait pas Parti communiste, mais qui s'appellera Section française de l'Internationale communiste, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. À tout à l'heure.